Bonjour à toutes et à tous, en direct de la Chambre des notaires de Paris. Bienvenue pour cette deuxième rencontre en vue des municipales dans la capitale. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Vous êtes plus de 300 en ce moment connectés, très nombreux. On vous en remercie et une cinquantaine ici en présentiel. Nous avons le plaisir d'accueillir Rachida Dati. Bonjour, vous avez un micro. Bonjour. Bonjour. Merci de participer à cet exercice. Je précise que nous avons déjà reçu Pierre-Yves Bournazel et que nous recevrons Emmanuel Grégoire et Sarah Knafo. Alors si je résume les derniers sondages, vous seriez deuxième au premier tour et premier au second tour. C'est ça? C'est bien résumé. C'est bien résumé, merci. Nous sommes en compagnie de Pierre Tarade, bonjour. Bonjour. Le président de la Chambre des notaires, merci de nous accueillir ici dans cette magnifique salle. Avec vous, Rachida Dati, est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il y a dans votre dos? Il y a la mairie de Paris. On la voit d'ici. Et ça présage. On connaît le schéma. Il y a quelques perspectives. Quelques perspectives intéressantes. D'abord, pour mieux vous connaître de façon un petit peu originale, Rachida Dati, je vais vous soumettre 3 chiffres qui vous concernent et vous allez nous dire à quoi ils font référence. Tout d'abord, le 7. Oui, c'est vous qui répondez. C'est un petit quiz comme ça, pour s'échauffer la voix. C'est mon arrondissement. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé dans le 7e? Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui vous a soufflé l'idée. Alors, en 2008. Lorsque j'ai été nommée garde des Sceaux, d'abord j'avais été sa porte-parole pour une campagne présidentielle très victorieuse et amplement victorieuse. Et ensuite j'avais été nommée garde des Sceaux et j'ai eu, remarquez, ça change pas. Ça a été beaucoup de turbulences, et quand j'ai eu ma fille, j'ai hésité à rester en politique, pour tout vous dire. Ouais. Et Nicolas Sarkozy m'a dit non seulement il faut que tu restes en politique, mais quand on veut rester en politique, il faut être élu. Sinon, on devient commentateur ou on devient un expert et c'est pas du tout la même chose. Et donc, on s'est interrogé sur l'engagement et certains, vous allez comprendre, me voyaient aller m'implanter, notamment en banlieue. Ça alors, pourquoi donc? Voilà, et dans certaines circonscriptions ou certaines communes. Et lui a dit, je pense qu'il faut qu'elle s'implante à Paris et je pense que leur lieu d'implantation, c'est le 7e arrondissement. Et je vous invite à regarder les articles de l'époque en disant Rachida Dati va nous faire perdre le 7e arrondissement, elle va faire perdre le 7e à la droite et on va perdre l'arrondissement tout court. Et en fait, je suis le maire de droite le mieux élu depuis Frédéric Dupont, qui est la mémoire et l'ADN du 7e arrondissement, donc je suis ravie. Mais je suis très heureuse d'être maire de cet arrondissement. J'ai pas eu le temps d'imprimer parce que c'est tout nouveau. 163, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? C'est le nombre de conseillers de Paris. Oui. Et vous avez dévoilé hier votre liste? Ou alors les infos du Parisien sont-elles bonnes? Non, ben on l'a déposée hier. Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous citez par exemple? Sylvain Maillard en première position? Alors, je veux vous dire, moi j'ai aussi appris ça avec Nicolas Sarkozy. Moi, je pense que tant que l'élection n'est pas gagnée, c'est pas une question de position. On est tous sur la liste et donc en espérant qu'on gagne le maximum de conseillers de Paris. Donc sur les positions, évidemment, Sylvain Maillard est très bien placé, puisque je ne sais même pas si c'est lui qui est 2 ou Benjamin Haddad, pour tout vous dire. Donc nous, moi j'ai été très ouverte, j'ai discuté avec tout le monde. C'est compliqué de faire des listes, je vous le dis. Il y a toujours des déçus, et même quand vous placez bien les gens, ils sont toujours un peu déçus, parce qu'ils pensent toujours être un peu plus haut. Donc voilà, donc maintenant, il faut gagner, et après on verra. Vous avez Max Guazzini aussi. Oui. Pour le rugby, qui fait partie de votre liste. Oui, qui a toujours été engagé en politique. On a toujours échangé sur la politique et moi, je suis ravie qu'il soit avec nous. Dernier chiffre, 100%. Ça vous concerne? Ah bon? Vous êtes 100% d'énergie, 100% de franc-parler. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir, vos punchlines, vos formules, vos argumentaires, est-ce qu'ils sont préparés ou est-ce qu'il y en a la plupart qui sortent comme ça de façon innée? Alors, d'abord, contrairement à d'autres, moi, je n'ai pas d'agence de communication et je n'ai pas de conseiller en communication. J'en ai jamais eu. Donc pas d'éléments de langage préparés, c'est ça que vous voulez dire? Ah, ça, je déteste. Alors, on vous en donne, hein, mais comment vous dire? Moi, je trouve que la vie est trop courte, donc j'ai toujours fait tous les métiers que j'ai pu faire, même quand j'étais aide-soignante, vendeuse, quand j'ai été... tous les métiers que j'ai pu faire, je les ai toujours faits avec beaucoup de passion et d'engagement. J'ai été aide-soignante comme j'ai été garde des Sceaux. Je suis maire du 7e arrondissement comme je suis ministre de la Culture. J'ai toujours fait tout à fond. Et donc, si vous commencez à vous dire, à être dans le calcul de l'élément de langage... Après, c'est chasser le naturel, il revient au galop. J'essaye de me maîtriser parfois pour ne pas surréagir. C'est vrai que je peux être un peu dans la surréaction, mais je trouve que l'engagement politique, comme les combats de la vie, vous les menez de manière... Alors, certains disent que je suis clivante. Je sais pas, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. J'en serais pas là aujourd'hui. On déteste clivant, c'est ça.
Oui, mais j'en serais pas là aujourd'hui si justement j'avais pas su rassembler, fédérer, convaincre aussi. Et donc ça fait partie de mon tempérament et de mon caractère. Alors après, j'ai pas d'agence de com, j'ai pas de structure de com. Je fonctionne beaucoup à l'intuition. Je sens le truc, je sens pas le truc. Et donc je suis. C'est pour ça que la campagne, moi je l'amène comme ça au pied levé. Et tambour battant. Et tambour battant. Après sur le fait de dire les choses, il vaut mieux les dire. Enfin, moi, je ne sais pas, il vaut mieux. Au moins, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. C'est clair. Allez, je vous donne le programme de cette rencontre. Ici, on aime aller au fond des choses. Tout d'abord, on voudrait analyser vraiment vos propositions en matière de logement et pour les familles, voir vos actions pour le climat, les commerces, l'attractivité économique, voir aussi comment la capitale s'insère dans le Grand Paris. Et enfin, on va faire une petite vision pour Paris à horizon 2040. Voilà pour le programme. Vous pourrez aussi poser des questions tout à l'heure. Mais d'abord, Pierre Tarade, je vous laisse le soin d'introduire ce début de matinée que nous allons passer en compagnie de Rachida Dati. Et vous avez un petit café pendant que Pierre parle. Eh bien, merci Madame la Ministre de revenir à la Chambre des notaires, puisque vous avez déjà rendu visite ici. On pourrait se demander pourquoi les notaires organisent, et c'était déjà le cas il y a 6 ans, ces rencontres avec les candidats. Mais finalement, nous avons le plaisir de vous recevoir ici dans un bâtiment qui est au cœur de la ville, un peu comme les notaires sont au cœur de la société. Nous avons souvent ce poste d'observation. On a ironisé tout à l'heure sur le fait que nous pouvions observer d'ici l'hôtel de ville. C'est vrai que nous avons ce rôle de témoin et de relais entre les pouvoirs publics et nos clients, ou entre nos clients et les pouvoirs publics. On a ce rôle ascendant-descendant. Et les débats autour des grandes questions qui vont être abordées tout à l'heure, eh bien, nous les abordons dans le quotidien de nos concitoyens, dans le quotidien des Parisiens. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment plaisir à vous entendre dans un instant. Et alors, on a parlé tout à l'heure de 2040. Il se trouve que dans le cadre de mon mandat, qui se termine bientôt, on va peut-être se croiser, Madame la Ministre, nous avons lancé une réflexion sur ce que sera le monde des notaires en 2040. On y reviendra tout à l'heure, mais ça nous a aussi amené à nous poser la question sur ce rôle que nous jouons dans la société. Et c'est là que nous allons rencontrer le rôle que vous allez jouer dans la société si vous êtes élu. Nous avons des objectifs et des interrogations communes. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir partager avec vous. Merci Pierre Tarade. Allez, on commence par le logement, si vous voulez bien. Vous voulez un changement de paradigme total. Sous les deux mandatures d'Anne Hidalgo, je rappelle les chiffres, les familles ont fui la capitale, 180 000 habitants en moins en 12 ans. Comment arrêter cet exode ? Tout d'abord, je voulais vous remercier de cet accueil. Moi, j'ai un lien particulier avec les notaires. Moi, je me souviens de la première déclaration que j'avais faite au moment, notamment de la réforme de la carte judiciaire, mais aussi d'autres réformes. Je me suis beaucoup appuyée sur les notaires parce que j'avais dit que j'étais le premier notaire de France, ce qui avait un petit peu secoué un peu tout le monde. Je trouve que c'est une profession que moi, je connaissais comme magistrat, mais que j'avais jamais éprouvé vraiment dans son fonctionnement, dans sa corporation, dans le bon sens du terme. Et comme garde des Sceaux, on a mené des réformes ensemble. Quand on prenait des engagements, les notaires suivaient et appliquaient à la lettre. C'était moins le cas avec d'autres auxiliaires de justice. Et vous avez une mission de service public que vous remplissez véritablement, ne serait-ce que par le maillage territorial, et notamment avec les personnes les plus vulnérables ou les plus fragiles. Moi, je me souviens quand on a commencé à mettre en place les mandats de protection future, vous avez été très, 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 très aidant et très à la manœuvre au moment de ces réformes-là. Et donc, c'est pour ça que je trouve que dans une ville comme Paris, vous êtes pour nous un indicateur extrêmement important. D'abord, vous êtes dans toutes les étapes de la vie des personnes, des familles, des personnes seules, des personnes malades, personnes en difficulté, dans les épreuves, mais aussi quand les choses se passent bien, que ce soit pour les entreprises ou pour les familles. Et donc, je trouve que vous êtes le bon thermomètre. Mais aussi, vous vous donnez aussi souvent les bons traitements et les bonnes recommandations. Et c'est pour ça que je me suis souvent appuyée sur vos recommandations et vos propositions. S'agissant de Paris, oui, vous avez raison, les familles quittent Paris. Vous avez donné le nombre de Parisiens qui ont quitté Paris. Et ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que le nombre d'enfants qui ont quitté Paris. C'est-à-dire 40 000 enfants en moins dans Paris. Mais ce n'est pas des naissances en moins. Le chef de service des diaconesses me disait à la maternité que les naissances ont baissé de 70% à Paris. Ça, c'est une chose. Mais le nombre d'enfants qui quittent Paris, ça, c'est encore plus grave. Parce que ce sont des enfants qu'on a inscrits dans les écoles parisiennes et qui ne sont plus là aujourd'hui. Vous avez des arrondissements où des écoles entières ferment. Alors, des classes ferment partout,
dans Paris, mais aussi des écoles entières ferment dans Paris. Donc moi, je ne me résous pas à ce que Paris se vide de ses forces vives. Comment est-ce que vous faites? Et de la même manière, les commerces, on a plus de 60 000 commerces. Non, mais justement, c'est lié. Oui. Moi, je pense que tout est lié. Et les commerces, il y a plus de 66 000 commerces. On est en taux de vacances à près de 11%. Le taux d'alerte est de 10%. La tendance est à 14. Donc ça veut dire qu'on passe les alertes. C'est-à-dire que la ville se vide de ses forces vives. Donc comment vous retenez, vous implantez une famille? Hier, j'avais des discussions avec des parents d'élèves. Et comment vous retenez des familles? C'est le cadre de vie. Le cadre de vie, qu'est-ce qu'il englobe? La sécurité, c'est une forte demande des Parisiens. La propreté qui va avec, qui sont très liées. Le cadre de vie, c'est quoi? C'est aussi la mobilité, c'est l'espace public, mais aussi le logement. Et sur le logement, quand vous regardez sur la mandature Hidalgo-Grégoire, on est passé de 510 000 logements dans le parc locatif privé à moins de 350 000 aujourd'hui. Ils ont raréfié l'offre dans le parc locatif privé, c'est pas vous qui allez me démentir, beaucoup, parce qu'il n'y a plus de signaux de confiance. Vous avez la taxe foncière qui explose, l'encadrement des loyers qui a tendu le marché, les risques d'impayés sur lesquels la mairie n'aide pas les propriétaires privés à récupérer leurs biens ou pour le remettre d'ailleurs en location. Et donc tous ces signaux ont évidemment ont été de la défiance vis-à-vis des propriétaires privés. Quelles sont vos solutions et propositions alors? Le plan local d'urbanisme. Aujourd'hui, vous avez du pastillage partout. Je ne savais pas que la mairie de Paris était devenue marchand de biens, mais ils ont tout pastillé. Si ce n'est pas votre immeuble, c'est celui du voisin. Et donc nous, déjà, on va faire sauter ce plan local d'urbanisme, si je suis élue, sur comment dessert les contraintes sur le logement. Eux, sur le logement social, ils ont eu une politique de logement social très intensive, si je puis dire, mais ils se gargarisent du mot de mixité, mais en fait, ils ont construit des ghettos. Ceux qui en font la proposition, d'abord, ils n'y mettent pas les pieds et ils ne savent pas ce que c'est. Et ils ont mis des ghettos. Pour eux, la mixité, c'est de mettre des gens très défavorisés au milieu de quartiers plus favorisés. Ils appellent la mairie respecte les chiffres, il y a 25% de logements sociaux. Non, mais ça n'a rien à voir. Le nombre de logements sociaux, ça n'incarne pas non plus la politique de peuplement. La mixité, vous l'avez par la politique de peuplement. Par exemple, le critère travail n'est pas le premier critère pour être logé dans un parc social. Donc moi, sur le parc social, j'arrête les préemptions. Aujourd'hui, le dernier budget, il y a 800 millions d'euros de consacrés aux préemptions, et c'est entre 350 et 400 millions d'euros par an pour les préemptions. Ça veut dire que vous ne voulez plus de logements sociaux neufs ou rachetés? On est au-delà de 25% dans Paris, qui est le seuil légal, et le 13e, 19e, 20e, on est à 45% de logements sociaux. Il faut rééquilibrer la ville sur le logement, il faut du logement intermédiaire, il faut revoir la politique de peuplement dans le parc social. Et moi, ce que je veux faire, ça va être un chantier de rénovation. Ça va être le chantier du siècle. Je vais rénover l'ensemble du parc social. Je les ai tous faits, ils sont soit dégradés, soit insalubres. Et donc, nous, on y va. On va voir les locataires qui payent leur loyer et leurs charges, et les appartements sont dégradés. Donc je préfère rénover, réhabiliter le parc social, le mettre en vente éventuellement, parce que c'est un serpent de mer. Chaque candidat va vous dire il y a un accès à la propriété dans le parc social. Je vais vous dire, étant enfant moi-même du parc social, quand il est dégradé, vous n'avez pas envie d'y rester, hein. Donc encore moins de l'acheter. Si vous le réhabilitez, si vous le rénovez, vous pouvez le mettre à l'accès à la propriété. Et évidemment, avec ce que vous tirez, les fruits de la vente, vous pouvez racheter du parc intermédiaire ou social. Et le critère, ça va être, pour être logé dans le parc social, soit je travaille à Paris, soit je travaille pour des Parisiens. Donc ça va être les premiers critères. Et vous rééquilibrez, vous remettez de l'harmonie dans le logement à Paris. Et puis, Monsieur Grégoire, que vous allez recevoir, 40% de logements sociaux à Paris, il veut pour tout Paris. D'abord, avec quel argent? On a 12 milliards de dettes. Donc c'est une fuite en avant. Ça, c'est le premier point. Et une ville de logements sociaux, vous êtes des notaires, ça n'existe pas. Que ce soit qu'avec une majorité de logements sociaux. Ça n'existe pas. Vous cassez l'équilibre et l'harmonie d'une ville. Il y a quand même 200 000 personnes qui sont en attente de logement social à Paris. On en fait quoi de cette liste d'attente? 200 000 personnes, c'est pas rien. Vous connaissez la composition de la liste? Oui, c'est pas rien. Vous connaissez la politique de peuplement ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait de ces 200 000 personnes qui cherchent un logement? Oui, mais les 200 000 ne seront jamais éligibles parce que la politique de peuplement, c'est toujours les catégories les plus défavorisées et pas forcément celles qui travaillent. Donc si vous décalez, si vous faites du logement intermédiaire, du logement social pour des classes un peu plus élevées, eh bien vous arrivez effectivement à loger des classes plus intermédiaires, plus populaires que ça n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'échec de la politique du logement à Paris, c'est la politique de peuplement.
La préemption, donc vous disiez, on arrête totalement les préemptions. Moi, en tous les cas, sur ce mandat, je ne ferai plus de préemption. Je rénove le parc social existant. Ouais. Et c'est 800 millions qui sont dépensés en ce moment par la mairie. Sur le dernier budget que M. Grégoire a voté, il y a 800 millions d'euros consacrés à la préemption. On a 12 milliards de dettes. Pour les propriétaires maintenant, vous voulez vous engager à stabiliser la taxe foncière. Ça veut dire qu'on ne peut pas être plus ambitieux, on ne peut pas se dire on va essayer de diminuer la taxe foncière qui est très très chère. J'ai dit qu'elle n'augmentera pas et en fonction de la trajectoire de la réduction des dépenses, on diminuera la taxe foncière. Moi, je veux vous dire, être candidat à la mairie de Paris, il faut être sérieux. Moi, je peux tout vous promettre. Je peux vous dire, comme certains disent, on arrive à la mairie de Paris et je vire la moitié des agents. C'est pas comme ça que ça marche. Je peux vous dire, on va diminuer toutes les taxes, on vire la moitié des agents. Ah oui, et comment vous financez vos priorités? Il faut être sérieux. Et donc, sur la taxe foncière, là, évidemment, on ne l'augmente pas, mais on dégagera des marges de manœuvre pour qu'à la fin du mandat, ce ne soit que la bonne surprise, évidemment, sur la baisse. Mais on est à 10 milliards et demi à peu près de budget, on a 12 milliards de dettes, et donc il faut forcément réduire des dépenses dans des postes qui sont effectivement lisibles, possibles et sur une mandature. Pour être précis, stabilisation et stagnation, c'est la même chose pour vous? Ou on stabilise une hausse ou on stagne vraiment à 0%? Non, il n'y aura pas de hausse. Pas de hausse. On a fait d'ailleurs notre budget qui a été vérifié par l'Institut Montaigne. Et donc, nous, le chiffrage, les sources d'économie, moi, mes priorités, ça va être la propreté, la sécurité, ça va être le cadre de vie avec la réhabilitation du logement, ça va être la mobilité et donc, évidemment, tout ça en lien. Ça va être aussi l'école et le périscolaire, parce qu'il y a eu de fortes baisses d'investissement dans l'école, et le périscolaire en particulier. Et donc, les sources d'économie, ça va être évidemment la suradministration de la mairie. On perd plus de 150 000 habitants, 40 000 enfants qui partent des écoles. Et sur la même mandature, on a eu 10 000 agents de plus à la mairie. On a 55 000 agents, beaucoup de vacataires et de contractuels. Il faut revoir tout ça. Et non-remplacement de départ, évidemment, à la retraite. Mettre les agents aux 35 heures, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malgré les condamnations de la ville de Paris. Les agents sont à moins de 32 heures. Les subventions à des associations qui ne concernent pas Paris. Quel exemple? Quelle association? Vous avez des associations qui n'ont aucun lien ni avec les intérêts des Parisiens. Soit vous servez une cause militante, soit vous servez un pays, vous financez une association dans un pays étranger qui n'a aucun lien avec Paris ou avec les Parisiens. On est entre 1,8 milliard et 2 milliards d'euros de subventions. Je vous invite à regarder, on a fait une mission de mon groupe politique pour justement peigner toutes ces subventions. Plus de la moitié n'ont aucun intérêt ni lien avec Paris. On poursuit sur le logement, l'encadrement des loyers. Qu'est-ce qu'on en fait dans la capitale? Alors ceux qui vous disent qu'ils vont le supprimer tout de suite, vous allez faire exploser les loyers. Paris est une ville de locataires. Les propriétaires sont minoritaires. Et donc, si demain, j'annonce la suppression de l'encadrement des loyers, je fais exploser les loyers entre 20 et 40%. Donc, moi, je préfère un assouplissement de l'encadrement des loyers en attendant de redonner des signaux de confiance au marché du logement. C'est-à-dire, c'est quoi un assouplissement? Par exemple, l'assouplissement sur les logements vacants, si vous les remettez sur le marché locatif, vous pouvez lever le plafond de l'encadrement des loyers. Si votre logement, parce que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas faire des travaux, parce que certains disent nous, on ne fait pas de travaux parce que je vais être plafonné sur mon loyer. Si évidemment, vous faites des travaux majeurs dans votre appartement, vous le remettez sur le parc locatif privé, on peut aussi élever le plafond de l'encadrement des loyers. Plus vous allez aller sur un marché du logement plus équilibré, plus évidemment vous desserrez la contrainte, plus évidemment vous assouplissez l'encadrement des loyers et à un moment donné, vous l'enlevez. Parce que l'encadrement des loyers n'a d'existence que quand vous avez tendu le marché. Et Paris, c'est tout petit, c'est pas New York ou Londres. Londres, c'est 1200 km², Paris, c'est 102. Donc, c'est pas la même vision pour le logement. Le statut du bailleur privé, ça ne relève pas directement, bien sûr, de la maire de Paris, mais est-ce qu'en tant que maire, vous pouvez peser aussi sur le débat national pour que ce statut du bailleur privé aille plus loin et qu'on encourage les propriétaires qui veulent louer dans Paris? Les signaux de confiance, déjà. Si vous faites de la préemption partout, si vous mettez des contraintes avec l'encadrement des loyers et que vous faites exploser la taxe foncière, sans parler d'autres taxes, ce n'est pas un signal que vous donnez pour évidemment mettre votre logement sur le parc locatif. Et les impayés sont importants à Paris. Et donc il faut que la collectivité aide aussi les petits bailleurs privés à récupérer leurs biens quand les loyers ne sont pas payés. Est-ce que vous croyez en la transformation de bureaux en logements? Certains disent que ce serait une bonne solution pour accroître l'offre d'appartements dans Paris. Oui, et d'ailleurs, le phénomène s'est un peu accéléré après le Covid. Le phénomène s'est accéléré après le Covid, puisqu'il y a de plus en plus des grandes institutions qui, évidemment, se délestent de bureaux. Pierre Tarade,
Les logements, ça concerne directement les notaires. Le logement, ça nous concerne directement. Sur les bureaux, ça fait partie de notre réflexion 2040 parce qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Le Covid a beaucoup changé l'usage du bureau. Pas que le Covid, mais ça a été un révélateur avec le télétravail, avec des usages différents. Mais nous constatons qu'il y a aussi des phénomènes démographiques qui font que les boomers, les baby-boomers, la génération du baby-boom est partie à la retraite. On n'a plus besoin de les faire travailler dans des bureaux. Donc aujourd'hui, on a trop de bureaux qu'on ne remplira plus jamais, indépendamment des aspects économiques, etc. On n'a plus besoin des bureaux. Donc il y a effectivement un réservoir immobilier important, avec malgré tout la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il est si facile que ça de transformer des bureaux en habitation? Les normes ne sont pas les mêmes, la conception d'un bâtiment n'est pas la même. Donc il y a un grand chantier qui s'annonce pour les décennies qui viennent, mais assurément, il y a quelque chose à faire avec des bureaux vides et des gens à loger. Nous avons une autre préoccupation sur le logement. Vous l'avez dit, Paris est une ville de locataires, donc Paris est une ville de bailleurs du point de vue des notaires. Nos clients propriétaires se posent la question de mettre les logements dont ils sont propriétaires sur le marché de la location ou pas. Et nous nous rendons compte, indépendamment des sujets que vous avez abordés, nous nous rendons compte qu'il y a également des blocages liés au DPE, par exemple. C'est compliqué aujourd'hui de faire les travaux pour mettre un immeuble haussmannien aux normes. D'abord parce qu'un immeuble haussmannien, j'allais presque dire, il a été conçu pour être une passoire énergétique, surtout si on est dans les derniers étages sous le zinc. Ça va être très difficile de modifier, d'isoler par l'extérieur. L'architecte des bâtiments en France ne sera pas d'accord. Et ça nous amène à avoir des clients, nous le voyons, nous le constatons tous les jours, qui retirent le bien du marché parce que la taxe foncière, parce que l'encadrement des loyers, mais aussi tout simplement parce que les travaux qui sont à faire sont trop lourds. Et donc nous portons des propositions qui ne sont pas du ressort de la ville, qui sont du ressort du législateur, mais j'ose penser que le maire de Paris a un certain poids pour faire passer les messages, surtout quand il concerne vraiment l'immobilier parisien. Ce serait de soulager le bailleur qui doit mettre un bien en location de cette charge de la transformation énergétique. Statistiquement, le bailleur privé, c'est 80% des bailleurs à Paris. Donc c'est considérable. On parle toujours des pouvoirs publics, on parle toujours des grands investisseurs, on laisse de côté 80% du parc. Et sur ces 80%, la majorité, ce sont des retraités. Ce sont des personnes potentiellement âgées qui n'ont pas l'énergie pour aller chercher les crédits, etc. Donc ce que nous proposons, c'est de passer à la génération d'après. C'est très notarial de transmettre. Passer à la génération d'après, donc se dire que la personne âgée qui a un logement qu'elle ne met plus sur le marché parce que c'est trop compliqué pour elle, elle pourrait le donner à ses enfants avec une faveur en termes de droit de mutation à titre gratuit, à condition pour les enfants de faire les travaux et de remettre le bien sur le marché. C'est une première possibilité qu'on envisage. Une deuxième possibilité qu'on envisage, qui pourrait très bien marcher en articulation avec la première, c'est de partager la charge des travaux avec le locataire. Permettre, aujourd'hui, si j'ai une passoire thermique, je ne peux pas la mettre en location. Mais si je n'ai pas l'argent que me rapportera la location, je ne peux pas faire les travaux. Il y a un blocage. Si demain, j'ai le droit de mettre en location ma passoire thermique, à condition de permettre au locataire, moyennant une franchise de loyer ou une baisse de loyer, de faire les travaux lui-même, ça permet de fluidifier le processus. Je vous pose ces propositions. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas directement dans la main du maire, mais que le maire de Paris doit pouvoir porter, parce qu'il y a ça aussi. On le voit très bien, nos clients sont étouffés partout, mais aussi par les réglementations. Alors, il y a un décret parce que je me suis emparée de ce sujet quand j'ai été nommée ministre de la Culture, qui devait passer avec la loi logement avant la dissolution et qui devait être qui devait sortir ce décret avant la censure Michel Barnier. Là, normalement, sur le DPE, l'assouplissement pour le bâti ancien, le décret devrait sortir avant l'été. En tout cas, il est rédigé et je suis partie prenante parce qu'il y a 3 ministères. Il y a le logement, il y a la transition écologique et la culture. Et sur la culture et le logement, on est à peu près d'accord. On a eu beaucoup de contraintes avec la transition écologique, mais pardon, sans vouloir, j'ai un peu pris le lead sur le sujet dans le cadre de ce décret. Et normalement, il devrait sortir, cet assouplissement devrait intervenir avant l'été.
Très bonne nouvelle pour le logement à Paris. On précise l'assouplissement. Qu'est-ce que ça va Ça être? permet, parce que effectivement c'était assez rigide, si vous ne pouviez pas, pardon, je résume à gros traits, on ne peut pas louer une passoire thermique. Et le bâti en soin, passoire thermique, le bâti ancien, l'haussmannien, c'est essentiellement que là que se trouvent ces passoires thermiques. Et en plus avec les monuments historiques et autres, c'est très compliqué. Donc on assouplit les règles justement de rénovation pour ce type de bâti. C'est ce qu'on appelle, enfin ça va être un décret bâti ancien, c'est un DPE assoupli pour le bâti ancien. Donc il devait être prêt normalement en novembre, on était quasiment au point. Après on a eu le débat budgétaire avec ce qu'on connaît en ce moment à l'Assemblée, et donc là il devrait sortir avant l'été. Vous annoncez aussi sur les propositions, oui, aussi, si vous voulez rebondir aussi sur les propositions. Non, sur les propositions, nous, on est tout à fait favorables, mais là, à la limite, on n'a pas besoin ni de la loi ni autre, on peut conventionner. Pour le reste, il faut le décret, parce que vous ne pouvez pas, ça c'est la loi, vous ne pouvez pas louer une passoire thermique en l'état, ça va être assoupli par ce décret. Pour le reste, c'est effectivement, on peut fonctionner main dans la main avec les bailleurs privés. Ça n'est pas la logique de la mairie de Paris actuelle. Ça n'est pas sa logique. Elle, sa logique, c'est vraiment le logement social, et c'est du logement dégradé. Donc, c'est pas une politique de logement. Enfin, avoir deux visions que du logement social et de la préemption, ça n'est pas une politique de logement. Vous annoncez 100 millions d'euros pour la rénovation et la sécurisation du parc social. Ça passe par la rénovation énergétique. Est-ce que vous annoncez aussi des aides pour les propriétaires qui rénoveraient ? Alors, il peut y avoir des aides ponctuellement, la mairie peut le faire, le département aussi peut le faire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment pouvoir accorder des prêts à taux zéro pour des familles, soit pour le premier enfant, soit quand vous voulez avoir un deuxième enfant. En fait, c'est entre 10 000 et 50 000 euros, c'est le prix d'une pièce supplémentaire. Et donc, ça, on souhaite évidemment accorder cette aide. On passe au climat, on a commencé à parler du DPE, le climat, la pollution dans Paris, comment on gère l'équilibre entre piétons, vélos, voitures, comment est-ce que vous voulez rééquilibrer? Il faut que chacun trouve sa place, comment on peut faire? Paris est la seule ville de France qui n'a pas de plan de circulation. Donc c'est pour ça que c'est le chaos. Donc vous pouvez avoir un sens, enfin une piste cyclable, puis plus de pistes cyclables, une rue fermée, réouverte, double sens. Et c'est pour ça que, comme il n'y a pas de plan de circulation, les élus font ce qu'ils veulent. Et ils testent. Par exemple, la rue de Rivoli, elle a été fermée sans aucune étude d'impact. Ils ont fermé, ils ont dit on va voir ce que ça donne. On a vu ce que ça a donné. Donc moi, je vais faire adopter un plan de circulation avec des données, parce qu'il faut effectivement avoir de la donnée quand vous faites un plan de circulation, des études d'impact, parce que vous ne fermez pas la rue de Rivoli comme ça, ou une impasse de la même manière. Et donc, vous faites des études d'impact à chaque fois. Et là, chacun trouvera sa place, que ce soit le vélo, la voiture, le piéton, parce que dans la mobilité à Paris, le plus grand oublié, c'est quand même le piéton. Oui, vous voulez rééquilibrer en faveur du piéton, c'est ça l'idée? Protéger le piéton, c'est le mode de déplacement le moins protégé. Le mode de déplacement à Paris, le mode de déplacement majoritaire, c'est la marche. C'est un peu plus de 50%. Ensuite, c'est le bus, c'est le transport en surface, loin derrière la voiture et loin derrière le vélo. Mais on a l'impression qu'il y a des vélos partout, parce que c'est ce sentiment un peu de chaos, parce qu'effectivement, il n'y a pas de plan de circulation, donc on circule où on veut, comme on veut. Justement, il y a des cyclistes qui s'inquiètent sur leurs pistes cyclables. Est-ce que Rachida Dati va supprimer des pistes cyclables ou va en faire d'autres, ou on reste comme ça? C'est la caricature faite par cette gauche outrancière. C'est-à-dire que le vélo, c'est moins de 3% aujourd'hui. Donc, moi, je renforcerai sur l'axe nord-sud. Il y a plus de cheminement vélo sur le est-ouest que nord-sud. Et donc, il faut non seulement renforcer sur cet axe-là, mais il faut aussi les sécuriser. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucun respect, ni code de la route, ni autre, parce qu'il n'y a pas de plan de circulation. C'est-à-dire que le vélo, quand il arrive au bout, moi j'ai le cas entre deux arrondissements, on a un cheminement vélo, et quand on passe à l'autre arrondissement, le cheminement n'est pas coordonné. Donc le vélo fait ça, quoi. Enfin, il traverse, parce que ils se sont rendus compte qu'ils ne l'ont pas fait du bon côté, pour que les deux arrondissements se rejoignent. Moi, je vois par exemple, dans mon arrondissement, j'ai le lycée Victor Duruy, ils m'ont mis une piste cyclable, ils se sont rendus compte après qu'il y avait un lycée, donc ils ont mis des ralentisseurs. Ralentisseurs pour un cycliste, ça n'a pas de sens. De la même manière, ils ont mis une piste cyclable devant Saint-Antoine, l'hôpital, et devant Necker. Ils se sont rendus compte après qu'il y avait des accès urgences, donc on a du ralentisseur. Enfin, c'est ni fait ni à faire, comme il n'y a pas de plan de circulation. Pierre-Yves Polnazel nous dit lui qui proposait aussi des parkings relais aux portes de Paris pour justement essayer de diminuer le trafic automobile à l'intérieur de la capitale. Il le fait comment? Il met des parkings. Où? Comment? Les métros, les trains, etc. arrivent aux portes de Paris. Ensuite, on se dépasse en non, mais c'est tramway, bien métro moi, j'aime bien, ou bus. j'aime bien les programmes principes.
Après, les parkings relais, c'est un serpent de mer des élus depuis des années. Et donc, les parkings relais, vous ne les faites pas comme ça. Enfin oui, alors vous le faites où, porte-maillot? À quel niveau? Il y a plusieurs portes aussi qui sont possibles. Porte de Saint-Ouen, vous les faites où? Versailles Porte de Bourvilliers, vous les faites où? Il faut que ce soit une coordination avec la région et recenser déjà les délaissés. Interrogez M. Grégoire s'il connaît les friches et les délaissés qui existent aux portes de Paris. Moi, je suis allée les recenser. La mairie de Paris ne sait même pas de quoi elle est propriétaire aux portes de Paris. Soit vous faites des parkings relais, mais il faut trouver l'endroit, soit vous les faites en coordination avec d'autres villes. Par exemple, Neuilly, quand vous rentrez à Neuilly-Paris, vous avez des cheminements de vélos et des cheminements de transport. Là, il n'est pas possible d'avoir un parking relais. Sur la porte, par exemple, d'Aubervilliers, vous avez un genre de rond-point qui est totalement dégradé et délaissé. Vous n'avez pas de connexion de transport. Donc, il faut trouver les bonnes connexions pour faire le parking relais. Parce que le gars, quand il arrive déjà à Porte d'Aubervilliers ou à Porte-Maillot, bah, il se dit, si c'est pour laisser ma voiture là, je rentre avec. Et donc, les parkings relais, ça se pense sur délaissés ou c'est des refuges, et où vous les connectez. Ça, vous le connectez avec soit la région Île-de-France, parce que vous le connectez aussi avec des communes franciliennes. Parce que si vous n'avez pas, si vous la laissez, pour ceux qui connaissent, porte de Clignancourt, vous laissez votre voiture où? Puis bon courage pour traverser. Si vous arrivez avec toutes vos affaires de l'autre côté de la porte de Clignancourt, vous m'appelez. Parce que toutes les portes, Clignancourt, Saint-Ouen, porte de la Chapelle, porte d'Aubervilliers, porte d'Élia, je les ai toutes faites. Franchement, tout est à refaire. Moi, je vais lancer un concours d'architectes internationaux sous forme de PPP, parce que évidemment, ça peut être assez cher, pour refaire toutes les portes. Vous arrivez dans Paris. Donc, il faut que vous ayez une visibilité. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas soit sur des campements, soit sur des baraquements, soit sur des lieux de narcotrafic. Voilà, je vous le dis tel que c'est la réalité sur le nord et l'est de Paris. Un dernier mot sur la pollution. Est-ce que vous reconnaissez au moins ce fait d'Anne Hidalgo que la pollution a drastiquement baissé? Ce sont les chiffres d'Air Paris sur 20 ans, la pollution aux particules fines. C'est sur la région Île-de-France. Paris et Île-de-France. Voilà. Oui. Et c'est une tendance sur toute la France. C'est beaucoup les efforts des industriels, beaucoup plus que la voiture d'ailleurs. Ensuite, il y a eu la voiture électrique qui a contribué à ça. Enfin, je ne crois pas que ce soit Madame Hidalgo. Ce sont des indicateurs pour toute la France. Et sur les indicateurs écologiques, moi je vais vous dire, Paris est dans les 5 premières villes la plus mortelle en cas de canicule. Ils ont minéralisé la ville, la place de la Bastille, la place de la République. Ils ont minéralisé. Les voies sur berge, ils ont fermé une autoroute. Et donc, la ville est minérale. Et donc, les deux enjeux, les deux risques écologiques pour Paris, ce sont les inondations, on voit les voies sur berge qui sont fermées, et donc artificialisation des sols. Moi, je déminéralise, je débitume et je mets du matériau parisien, de la dalle calcaire et du pavé enherbé. Et ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est le risque caniculaire. La place de la République, c'est un îlot de chaleur hors canicule, on est à 60 degrés au sol. Et donc, moi, la place de la République, je débitume, je remets la végétalisation qui existait, remets les fontaines aux dauphins qui existaient, je transforme cette place de la République en îlot de fraîcheur. Et là, aujourd'hui, c'est un îlot de chaleur. Il y a quand même 200 000 arbres à Paris, plantés ou déjà existants, ça vous les gardez, c'est sûr. Il y a 500 000 arbres à Paris, 300 000 dans les bois, et les 200 000, ce sont des arbustes. Vous avez vu les arbres plantés sur le parvis de l'Hôtel de Ville ou la place de Catalogne, allez-y, ils crèvent tous les 3 mois. C'est des arbustes qu'on plante. Non, mais à un moment donné, il faut avoir le sens des réalités. Moi aussi, je vais vous faire du gadget. Par exemple, les arbres en pot qui sont place de la Concorde, là, les palmiers, c'est de l'arbre qui sont comptés dans les chiffres que vous donnez. Alors si c'est pour vous, ça c'est de la plantation. Moi, les arbres, c'est de la plantation en pleine terre. Voilà. Vous avez la un végétalisation pour les arbres? Les végétalisations, nous, on va récupérer, on débitume et on végétalise en pleine terre. C'est le seul moyen de rendre cette ville écologique. Par exemple, sur les voies sur berge, et je l'ai fait avec des perspectivistes et des paysagistes, je fais un grand parc patrimonial urbain. Parce que vous ne pouvez pas... Ces voies sur berge, c'est du bitume et c'est de l'aménagement éphémère. Ils ont fermé cette route à la circulation et ils n'avaient plus d'argent pour aménager. Enfin, vous voyez bien, il y a des palettes, il y a des aménagements éphémères. Allez sous le pont Alexandre III, vous allez découvrir un monde, un univers, et vous allez jusqu'à ici les Moulineaux. Quand vous passez devant le parc André Citroën, là c'est des bitumés, des pavés décellés. Ça n'est pas aménagé. Nous, on fera un grand parc patrimonial urbain. On fera une voie piéton. Le piéton sera tranquille, il n'y aura pas le vélo, la trottinette ou le jogger. Et donc, il faut réaménager, se réapproprier ces voies sur berge. Je rappelle que vous pourrez poser des questions ici en présentiel, et même vous pouvez le faire aussi en distanciel dès maintenant. On prendra une séance de questions-réponses après cette rencontre. On va passer maintenant, si vous voulez bien, au commerce.
Très important, bien sûr, dans la ville de Paris. Va-t-on vers une ville-musée où les commerces disparaissent un à un? Vous citiez tout à l'heure ce taux de vacances commerciales qui dépasse les 10%. Que peut-on faire pour aider les commerces et les petits commerces dans la capitale? D'abord, guichet unique, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un commerçant, vous avez, là on a compté, on a sur certains commerçants 12 à 18 interlocuteurs différents. Donc quand vous êtes passé, vous passez de l'un à l'autre. Alors ensuite, vous avez ce qui peut s'ajouter pour les aménagements, c'est les architectes des bâtiments de France. Et donc là, c'est évidemment l'État ou le préfet de région. Et donc là, il faut que le guichet unique soit la mairie. Comme nous, enfin, comme maire d'arrondissement, nous, on n'a pas de pouvoir. Mais moi, j'aide pratiquement tous mes commerçants, tous les bailleurs et propriétaires, c'est-à-dire qu'ils passent par moi en disant ce que vous pouvez nous aider, parce qu'on n'a pas de visibilité sur les délais, on n'a pas de visibilité sur les procédures, et surtout, on n'a pas de visibilité sur les interlocuteurs. Donc, interlocuteur unique, guichet unique. Donc, ça veut dire quoi? On va à la mairie centrale ou à la mairie d'arrondissement? Moi, je voudrais que les maires d'arrondissement aient ce pouvoir-là. Aujourd'hui, on n'a pas de pouvoir, on n'est pas consulté, ou quand on est consulté, c'est simplement pour avis. Il faut que les mairies d'arrondissement, c'est les premiers maillons de proximité. Ils sont au plus près de l'acteur économique. Et donc, il faut que le maire d'arrondissement devienne le guichet unique, évidemment, de l'acteur économique. Plus généralement, après les commerces, sur l'installation d'entreprises, comment faire vivre le poumon économique de la capitale, l'attractivité économique, comment est-ce que vous l'accentuez? Regardez, sur toutes les études sur l'attractivité économique, les acteurs économiques attendent de la sécurité, attendent de la mobilité, et attendent de l'apaisement dans le cadre de vie. C'est les 3 premières demandes. Donc ça, c'est le rôle du maire, d'apaiser, de sécuriser et de favoriser la circulation. Paris reste une capitale économique. Ils veulent faire une ville sans voiture. Alors après, c'est un choix. Soit on choisit, est-ce que Paris devient Bruges? Voilà. Moi, je voudrais que Paris reste une capitale économique. On ne peut pas tourner le dos à ce qu'on est. Et puis, c'est encore une ville qui attire les grands événements internationaux, qui attire les grands... on est à la fois une ville patrimoniale, culturelle, mais aussi de l'attractivité économique. Donc, il faut favoriser l'implantation, la mobilité et aussi ne pas mettre les contraintes. Mais la sécurité, c'est la première demande des acteurs économiques. Pierre Tarat, sur ces commerces et l'attractivité économique de la capitale? Alors malheureusement, nous les notaires, nous n'avons pas forcément de moyens d'action là-dessus. Nous ne pouvons que constater également le problème de la vacance. Vous avez cité le chiffre de 11% qui est préoccupant parce que ça se ressent sur le marché. Il y a une crise du logement, mais il y a aussi une crise des murs commerciaux et une grande inquiétude, un marché à l'arrêt. Mais je ne peux que constater. Justement, donc c'est pour ça que nous, on souhaite, moi je me suis engagée à mettre des dispositifs de sécurité. Il faut sécuriser l'espace public et il faut lutter contre la délinquance qui s'est installée à Paris. À Paris, la délinquance, le narcotrafic, ce sont les chiffres préfecture de police. Entre 2019 et 2025, 218% d'augmentation du narcotrafic. Les agressions sexuelles, c'est 60% et les atteintes aux personnes, 25%. Et là, le narcotrafic, ça recouvre quoi? Ça recouvre traite des êtres humains, prostitution, blanchiment d'argent et trafic de stupes. Ça, c'est une explosion qu'on a à Paris. Donc, sans doute que M. Grégoire dira c'est pas la compétence du maire, c'est le Code des collectivités territoriales impose au maire de s'occuper de la tranquillité publique et de la prévention de la délinquance, et donc de la sécurité. Et quand vous êtes maire, vous présidez le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance que j'ai créé lorsque j'étais garde des Sceaux. C'est-à-dire que quand vous présidez ce conseil, vous avez le préfet de police dans ce conseil, et vous avez le procureur de la République. Au préfet de police, vous mettez en place les dispositifs de sécurité sur la voie publique. Donc policiers municipaux, armés, équipés, formés, doublement des caméras de vidéoprotection sur l'espace public, on est à moins de 4000, on sera à 8000, tout ça connecté à la mairie d'arrondissement avec un centre de supervision urbain, parce qu'aujourd'hui le maire d'arrondissement n'a aucune information de la sécurité sur son arrondissement. Moi je l'apprends soit par la presse, soit parce que le commissaire m'appelle. Donc si vous connectez tout à la mairie d'arrondissement, le maire d'arrondissement aura un bras armé, pardon de l'expression, pour pouvoir agir sur l'insécurité. Envoyer un équipage, voir ce qui se passe dans une rue avec les caméras de vidéoprotection. Donc ça, c'est une sécurisation de l'espace public. Et sur la politique pénale, c'est de dire, vous avez une cartographie que la mairie n'a pas, mais qui existe. Il faut prendre la cartographie de la criminalité et vous demander au procureur de la République quelle est la politique pénale locale qu'elle met en œuvre
pour Paris, parce que c'est son territoire, elle a une obligation de répondre à la criminalité qui existe sur le territoire. Elle nous dira la politique pénale qu'elle met en place, et elle est obligée de nous rendre compte sur les résultats. Elle a une obligation de moyens, mais aussi de résultats. Et ça, ensuite, moi, en fonction de ces résultats, je rends compte, évidemment, aux habitants. Ce qui ne se fait pas à Paris. C'est la seule ville de France où les Parisiens ont intégré qu'un maire, ça ne s'occupe pas de ses habitants. C'est-à-dire que moi, quand je dis, par exemple, je demande dans l'Est de Paris en particulier ou dans le Nord, en disant, mais vous voyez vos élus? Non. Vous écrivez à vos élus, ils ne répondent pas. Donc on dit, comme ils ne nous voient pas, comme ils ne nous répondent pas, peut-être parce qu'ils ne peuvent rien faire. Alors moi, je ne sais pas comment ils sont élus, parce que moi, je veux dire, si je répondais ça à mes habitants, je ne serais pas élu et réélu. Un dernier point sur l'économie, on était dans ce chapitre-là. La dette, 9 milliards selon la Chambre régionale des comptes, 12 milliards selon vous à la mairie de Paris. Non, la Chambre régionale des comptes, elle vous met la dette qui est dans le budget. Oui. Ensuite, vous avez toutes les dettes qui sont dans les agences ou institutions connexes ou annexes. Et d'ailleurs, ils nous ont jamais contesté le chiffre de 12 milliards de dettes. Par exemple, les loyers capitalisés, c'est le bailleur qui devient le banquier de la ville. Voilà. Et donc, ça a été plusieurs milliards où la ville a demandé par avance les loyers aux bailleurs sociaux. C'est pour ça que les bailleurs n'ont plus d'argent pour réhabiliter ou rénover le parc social. Sans parler des détournements de fonds publics qu'on vient de découvrir au sein des bailleurs sociaux. Et tout ça, c'est de la dette. C'est de la dette qui n'est pas cachée, parce que certains disent la dette cachée, elle n'est pas cachée. C'est que vous avez des institutions qui deviennent les banquiers de la ville. Outre la dette que nous avons dans le budget. Alors Emmanuel Grégoire dit que c'est aussi une dette d'investissement et que les actifs immobiliers sont passés, je crois, de 20 à 40 milliards d'euros quasiment pendant les deux mandatures. Et donc c'est une dette qui permet de créer aussi de la valeur. Ah bon? Alors dites-moi où vous êtes. Dans les actifs immobiliers de la ville. Vous êtes des professionnels, où sont les actifs immobiliers? C'est ce qu'il dit sur la valorisation des actifs. C'est ce qu'il dit. Si vous préparez le débat, oui, j'ai préparé. Non, mais non, parce que c'est d'accord. Je trouve que moi, je trouve que c'est sérieux de dire que la ville a investi où. Moi, je veux bien. La dette, effectivement, vous avez de la dette qui vous permet d'investir. Il n'y a pas de grand aménagement structurel au terme de ces 12 ans de bilan. Ensuite, sur les actifs, quels sont les actifs nouveaux? Alors oui, quand vous tendez le marché immobilier, les DMTO d'ailleurs en sont la preuve, vous tendez le marché, le prix du mètre carré est passé de 2001 aujourd'hui de 3 000 à plus de 10 000. Ah ben c'est sûr, vous tendez le marché, vous faites augmenter l'actif, mais ce n'est pas de l'actif d'investissement. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un actif d'investissement et qui est utile aux Parisiens. Vous n'avez pas de grand aménagement. Moi, je voudrais savoir quels sont les grands aménagements ou les grands investissements où vous dites, OK, c'est vrai. Là, ça rapporte aux Parisiens. Il y en aura d'ailleurs des grands projets immobiliers, des bâtiments que vous voudrez voir naître dans Paris. Moi, je vais vous dire, je restaure le parc social existant. Je ferai du logement intermédiaire dans le cadre de ce parc social. Si on le vend, on achètera évidemment du parc social, toujours sur de la classe intermédiaire. Donc, ce sera là-dessus. Les grands aménagements, ça sera évidemment les voies sur berge. Ça sera la rue de Rivoli que je vais refaire. Ça sera la place de la République et notamment la rue de Rivoli. J'élargis le trottoir. Je diminue sur la voie vélo et je remets une desserte locale et je libère la voie de bus. Le bus entre Bastille et la place de la Concorde, le délai s'est allongé entre 30 minutes et 1h15 entre Bastille et Concorde. Donc vous engorgez la ville, simplement parce que vous n'avez pas pensé le plan de circulation. Allez, on parle maintenant de Paris, dans le Grand Paris. Alors chaque jour, 300 000 Parisiens sortent de Paris pour aller travailler. Plus d'1 million entrent dans Paris pour y travailler. Vous avez évoqué tout à l'heure ce grand concours sur les ports de Paris pour relancer les aménagements majeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour fluidifier aussi ces allers-retours tous les jours entre Paris et Grand Paris? Et comment est-ce que vous voyez cette région? Déjà, si vous avez un plan de circulation, vous n'écœurez pas les Parisiens ou les Franciliens de venir travailler à Paris. Déjà, si vous détendez sur le marché du logement, vous aurez peut-être moins de monde qui seront à 3 heures, moins de monde qui sera à 2 heures ou 3 heures du lieu de travail s'ils travaillent à Paris. Sur, par exemple, les crèches, on a 30 à 50% de berceaux pour lesquels on n'a pas de personnel parce que les assistantes maternelles habitent trop loin. Et pour être à 7h30 dans une crèche quand vous habitez au fin fond de l'Île-de-France, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut changer la politique de peuplement du logement, il faut changer la mobilité et vous fluidifier. Parce que quand vous faites un plan de circulation, vous apaisez, vous fluidifiez. Et la politique de stationnement
participent de cette fluidité. Parce qu'aujourd'hui, ils ont supprimé plus de... Là, on va atteindre 2 tiers des places de stationnement, et ils ont transformé ça en politique fiscale, parce que comme ils ont eu une perte avec les stationnements supprimés, ils ont fait flamber les tarifs de stationnement. Donc moi, je vais revoir cette politique de stationnement. Le tarif résidentiel, je le supprime pour tarif unique de stationnement sur tout Paris, pour les Parisiens et ceux qui travaillent à Paris, parce que Paris est tout petit. C'est-à-dire que vous avez un tarif résidentiel pour les 2 rues, la 3e, vous payez 3 fois le tarif. Donc il faut qu'il y ait un tarif unique de stationnement dans Paris, et puis le stationnement gratuit pour les 2 roues sur les emplacements dédiés. Le Grand Paris, c'est 7 millions d'habitants, 132 communes, premier pôle d'emploi, premier parc de bureaux aussi d'Europe. Comment est-ce que vous voulez développer encore l'attractivité du Grand Paris? La maire de Paris, bien sûr, a un grand rôle là-dedans. Sur l'économie du Grand Paris, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est d'abord de travailler main dans la main avec les villes des petites couronnes, ce qui ne se fait pas aujourd'hui, de travailler main dans la main avec la région, qui est quand même juste, qui a la compétence de transport. Madame Hidalgo et Madame Pécresse ne travaillent pas ensemble. Vous travaillerez plus facilement avec Valérie Pécresse, j'imagine. Oui, mais même moi, je connais pratiquement tous les maires de la petite couronne. On se connaît bien. Le président du département de Seine-Saint-Denis, on a déjà travaillé ensemble. Donc moi, je trouve que l'intérêt des Parisiens et de cette ville est plus important que les querelles personnelles. Le Grand Paris, vu par les notaires. Le Grand Paris vu par les notaires, d'abord nous le vivons, puisque nous sommes ici à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Donc nous sommes déjà des grands Parisiens. Et nous le vivons avec nos collaborateurs, avec nos clients. Pour nous, Paris, c'est le Grand Paris, en tout cas, au moins avec la petite couronne et sans doute toute l'Île-de-France. Pour être très exact, nous, les notaires, on a une cartographie que vous connaissez bien, Madame la ministre, ancienne garde des Sceaux, c'est la carte judiciaire. Donc pour nous, le Grand Paris, ça va de Chartres à Auxerre, puisque ce sont les cours d'appel de Versailles et de Paris. Nous travaillons avec nos confrères, d'ailleurs, des différentes chambres concernées, et nous nous rendons compte, dans le cadre justement de notre réflexion 2040, nous nous rendons compte que les mouvements n'ont pas fini de se développer. Nous avons, vous l'avez cité tout à l'heure, chevillé au corps la notion de maillage territorial. Nous sommes d'ailleurs parfois préoccupés de voir que l'offre notariale se concentre sur les 8e, 9e arrondissements, mais en même temps, on se rend compte que ça ne pose pas forcément de problème à la clientèle, dès lors qu'on est au plus 1 heure de transport d'un notaire. Et donc le Grand Paris, c'est une réalité, c'est-à-dire que le périphérique n'est pas une frontière pour les gens. C'est une frontière administrative, mais ce n'est pas une frontière pour les gens. Et nous passons notre temps, nous les notaires, y compris d'ailleurs avec des circulaires, mes confrères comprendront, à contrecarrer ces barrières administratives qui n'ont pas de réalité pour le quotidien de nos concitoyens. Avec le Grand Paris, vous pouvez avoir des politiques publiques au-delà du périphérique, vous avez raison, ne serait-ce que le logement et la mobilité. D'abord, la grande idée de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est quand il lance le Grand Paris, et le Grand Paris des infrastructures. Aujourd'hui, on inaugure toutes les grandes gares. Moi, j'ai inauguré celle de la Courneuve, Villejuif, toutes ces interconnexions au sein de ce Grand Paris, de cette région, ont aussi boosté l'attractivité. Et d'ailleurs, ça a boosté aussi les villes, les petites villes qui souvent étaient des villes dortoirs. Moi, j'ai connu des villes qui étaient des villes très paupérisées, qui sont aujourd'hui des villes qui se sont un peu boboisées, grâce justement à ces circuits de transport. Et donc, on peut continuer, on peut faire les transports, on peut faire évidemment sur le logement, on peut aussi faire des politiques, notamment sur l'enseignement supérieur, parce que Paris est une ville d'enseignement supérieur et on l'oublie. On pense par les campus. Moi, par exemple, sur l'ancien site du conseil régional, j'ai souhaité, ça devait être du logement social, j'en ai fait du logement étudiant. Logement étudiant, mais aussi certaines quotes-parts avec des bailleurs solidaires, avec Humanisme et Habitat, par exemple des logements pour les apprentis. Les apprentis, ils trouvent beaucoup de stages ou d'apprentissage ou d'alternance à Paris, mais ils ont un problème de logement. Et donc, souvent, soit ils ne restent pas, et ça, c'est un sujet pour la transmission pour les petits commerces. Moi, j'ai par exemple des petits commerces, y compris dans le 7e, où ils me disent « c'est dommage, j'avais un alternant ou un apprenti qui aurait pu reprendre, mais c'est le problème du logement ». Et donc, c'est d'avoir cette politique sur l'enseignement supérieur. Ça, vous pouvez l'inscrire aussi dans le cadre du Grand Paris. Et aujourd'hui, on a, à la mairie de Paris, jamais l'enseignement supérieur
n'est dans aucune politique municipale ou départementale, parce que comme on est commune et département, jamais. Donc sur l'enseignement supérieur, moi j'ai vu sur les grandes universités, mais aussi les grandes écoles, on est reconnu dans le monde pour nos grandes écoles, notamment des écoles d'ingénieurs, les écoles scientifiques. Ça peut être aussi un vecteur pour nous, un vecteur d'attractivité. Quand vous allez dans la Silicon Valley, mais moi je vois, j'ai découvert aussi comme ministre de la Culture, nos écoles d'ingénieurs sont reconnues partout dans le monde. Par exemple, dans le film d'animation, on est les meilleurs au monde. J'ai découvert des laboratoires, des studios en Australie, ce sont des Français sur l'animation. Et donc, tout ça part de Paris ou de l'Île-de-France. On pourrait, nous, en faire des clusters à Paris, on ne s'en sert pas. Et ça ne demande pas de moyens, ça demande une visibilité, une organisation et une politique publique portée et incarnée. Avant de passer à vos questions, ici, dans la salle ou à distance, on va se projeter vers l'avenir. Si vous faisiez plus que 2 mandats successifs, on en arriverait à 2040. Pourquoi cette date 2040, Pierre Tarade? 2040, c'est presque tombé par hasard. Alors on pourrait dire c'est parce qu'on s'en fiche comme de l'an 40 et que donc il ne faut pas s'en moquer comme de l'an 40. En fait, l'idée, c'était de se projeter. C'était l'idée de réfléchir au notariat de demain. J'aime bien dire, en plus, ici, on est place du Châtelet. C'est Saint-Louis qui a installé les premiers notaires en 1270 au Châtelet. On y est toujours. 1270. 1270, depuis le XIIIe siècle. On y est toujours. Et on fait toujours la même chose, mais pas de la même façon, ça c'est sûr, parce qu'on a passé notre temps à nous adapter. Et donc c'est l'idée de continuer à être toujours aussi présent, toujours aussi centraux demain qu'aujourd'hui. Et pour ça, il faut regarder l'avenir. Alors 2040, c'est à la fois près et loin, c'est raisonnable comme horizon. Et quand on regarde l'âge moyen d'un notaire qui est autour de 45 ans aujourd'hui, on se dit que c'est l'âge auquel il réfléchira à transmettre son office. Il sera encore là, mais il va commencer à penser à la transmission. Pardon, on pense comme des notaires, on pense à la transmission, mais c'est cet horizon qu'on se donne. Alors effectivement, pardon, c'est un petit peu plus que 2 mandats, mais c'est peut-être tout ce qu'on peut vous souhaiter, se projeter, et finalement, quel pari vous pourriez remettre à votre successeur, vous aussi, si vous êtes élu et réélu. D'abord, il faut redonner un peu de lumière à cette ville. C'est un architecte qui me faisait la réflexion. C'est la ville la plus sombre de toutes les capitales. C'est en raison des matériaux. Par exemple, les trottoirs, les matériaux parisiens. C'est pour ça que quand on parle de dalles calcaires ou de pavés enherbés, ce sont des matériaux très clairs. Les matériaux parisiens. Et comme là, en fait, on refait les trottoirs, les chaussées de manière très sombre. Et donc, évidemment, cette ville est assez sombre. Moi, je pense que si vous mettez une ville propre 24 heures sur 24, qu'elle soit sécurisée. C'est-à-dire que quand vous discutez, moi, je fais beaucoup de réunions avec des collectifs, des associations, des gens. Il y a même des gens qui me parlent de sécurité, mais qui n'ont jamais eu d'agression ou n'ont jamais eu de cambriolage. Ce sentiment de peur. Je cours dans le bois de Boulogne, j'ai peur. Mes enfants sortent le soir, j'ai peur. Ce sentiment de peur. Donc si vous vivez dans une ville où vous vous dites « j'ai aucun problème de sécurité », c'est déjà une victoire. Si vous vivez dans une ville où effectivement c'est propre, parce que moi je pense que le premier geste écologique c'est l'hygiène et la propreté, il faut que la ville soit propre, une ville où vous pouvez circuler sans être dans les congestionné, et une ville où effectivement les événements, l'attractivité, moi je pense beaucoup à la culture parce que on est un des rares pays européens, je peux même aller plus loin, à avoir autant de patrimoine culturel. Et on est un des rares pays où on a une vraie force sur la politique publique culturelle. Et donc il faut que Paris reste ce lieu d'attractivité culturelle. Tous les événements internationaux qui se produisent à Paris, quand vous discutez avec les organisateurs, ils viennent parce qu'ils le relient à la culture. Ou à l'architecture, ou à du patrimoine historique. Donc c'est une ville à la fois patrimoniale, culturelle, historique, et donc c'est attractif. Et donc il faut redonner cette lumière-là et redonner cette attractivité-là. Mais si la ville est propre, si elle est sécurisée, si effectivement on peut y vivre tranquillement, si on y circule plus librement, je pense que déjà on aura gagné beaucoup. Justement, en 2040, on circulerait comment dans la ville de Paris, si on imagine, parce que là, on est vraiment... c'est pas de la fiction, mais presque. Non, mais moi, je pense que la nature humaine est adaptable à tout. Et puis, regardez sur l'intelligence artificielle. Moi, je vois en 2020, quand j'avais fait des propositions, c'était assez balbutiant. Par exemple, pour la propreté, l'intelligence artificielle s'est intégrée
maintenant dans les gestes liés à la propreté. Les poubelles qui clignotent, qui vous envoient un signal quand c'est plein, le matériel qui peut évidemment être actionné à distance, justement grâce à l'intelligence artificielle, ou de détecter. Regardez ce qu'on a fait pour les JO. C'est pas de la reconnaissance faciale, mais des mouvements. On a pu empêcher justement sur les flux. C'est des nouvelles technologies, donc sur la mobilité, ce sera pareil. Cette fois sur la ville-musée, on parle de cette expression qui colle à la peau de Paris. Est-ce que ça sera encore une ville-musée, plus ou moins? Une ville-musée, c'est si vous ne pouvez plus circuler, vous ne pouvez plus y vivre et que vous n'y développez plus aucune activité économique. Et puis une ville-musée, c'est si vous n'avez plus de famille, si vous n'avez plus d'enfants et plus de famille. Moi, je veux bien que ce soit une ville de célibataires, hein, jeunes. Bon, ça peut être pas mal, hein, mais je trouve faut que ce soit... Une ville, c'est de l'harmonie et un équilibre. Il faut que tout le monde puisse y vivre. Tout le monde. Ce n'est pas la ville d'une catégorie. Vous parliez de l'intelligence artificielle, on a Station F. Est-ce qu'en 2040, il y aurait plusieurs stations F? Est-ce que Paris pourrait devenir un pôle de l'intelligence artificielle? En dehors de la Station F, avant même la Station F, il y a toujours eu des incubateurs, ça a toujours existé. Maintenant, ça se développe beaucoup et beaucoup plus. Et puis, vous avez toujours eu, moi je me rappelle, il y a quelques années, on appelait les business angels. C'était ça, c'était des investisseurs dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles techniques. Vous investissiez aussi dans des jeunes talents. Et donc, il faut que Paris le demeure. Là, ça patine un peu. Hein. Et vous voyez faire 2 mandats? Elle est quasiment jusqu'en 2040. Déjà, faisons un mandat. Allez, on va passer à vos questions. C'est pas tous les jours que vous avez Rachida Dati devant vous. N'hésitez pas, ici dans la salle, à prendre un micro pour interpeller la candidate, si vous voulez des précisions sur ce qu'elle a dit. À distance aussi, je reçois déjà pas mal de messages, donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Qui veut ouvrir le bal dans la salle, ici, en direct de la Chambre des notaires de Paris? Bonjour Madame la Ministre. J'ai 2 questions, mais bref. La première, vous avez dit, je vais redonner le pouvoir aux bailleurs privés, notamment en lui permettant de libérer son logement quand le locataire ne paye pas. Comment est-ce que vous faites? C'est ma première question. Deuxième question, vous n'avez rien dit sur l'Airbnb, qui correspond pourtant à une demande. En tout cas, il y a une offre et il y a une demande. Quelle est votre position sur ce sujet? Sur, pardon? Airbnb. Sur lequel on n'en a pas parlé. Sur le premier sujet, ne serait-ce que de requérir la force publique, la mairie ne veut pas. Quand, par exemple, il y a des expulsions à faire, la police ou le préfet de police vous demande, comme élu, est-ce qu'on accepte que la force publique intervienne pour des expulsions? La mairie ne veut pas, donc nous, on va contribuer effectivement à ce que le bailleur privé récupère son bien. Donc déjà, c'est le premier acte. Ensuite, évidemment, la personne qui est expulsable, nous, comme collectivité, on peut contribuer à ça. Surtout quand les personnes sont de mauvaise foi. Moi, j'ai dans mon arrondissement quelques personnes qui ne payent pas le loyer depuis 2 ans. Et le bailleur privé ne peut pas récupérer son bien parce qu'on n'arrive pas, la mairie refuse qu'on active, qu'on accepte la réquisition, qu'on requiert la force publique. Donc ça, on sera très en soutien des bailleurs privés. Mais concrètement, comment on fait de la personne expulsée pour l'avoir vécu, la force publique dans l'appartement pour extraire quelqu'un? C'est vraiment pas simple. Non, humainement, c'est très très compliqué. Humainement, vous savez, quand vous êtes expulsé, humainement, c'est jamais simple. Mais il y a des dispositifs de relais et des dispositifs de prise en charge. Moi, j'ai été juge au tribunal d'instance, justement pour les impayés et pour les expulsions. Parce que après, vous avez des process d'accompagnement sociaux. Soit ils sont de mauvaise foi, tant pis pour eux. Ensuite, quand il y a des familles, il y a un process de prise en charge sociale immédiat. Mais nous, on n'a pas d'obligation, sauf urgence, sauf état de péril, on n'a pas d'obligation de reloger. Mais en tous les cas, on peut récupérer le bien. Ça, c'est sur Airbnb. Moi, j'assumerais que si ça devient un métier, la commercialisation du Airbnb en permanence, je suis contre. Mais je laisserai le Airbnb, les personnes qui louent une chambre ou une fois de temps en temps, parce que souvent, j'en ai aussi dans mon arrondissement, ça leur permet de rester à Paris. Ça leur permet de garder leur appartement et de rester à Paris. Ça aide à soit payer son loyer, soit à rembourser un emprunt. Donc moi, sur les Airbnb contrôlés, limités, là-dessus, j'ai pas d'obstacle pour me transformer tout en Airbnb et dans la longue durée. Je suis contre.
nombre de jours limite, par exemple? Aujourd'hui, sur la durée, elle est limitée, contrôlée. Oui. Donc vous gardez sur une durée très limitée. Voilà. Merci. Merci d'être venue à notre rencontre, Madame Dati. Une question pour la ministre de la Culture, peut-être futur maire de Paris. Paris était une fête, disait Hemingway. Comment faire pour qu'à Paris redevienne une fête et comment vous conciliez la vie des Parisiens et la vie des fêtards? Et Dieu sait que Paris manque peut-être d'attractivité à ce niveau-là. Je dis plus ça pour moi parce que je suis trop âgé, mais il faut penser aussi aux générations qui viennent s'encanailler à Paris. C'est chouette les notaires qui font la fête. Hein. Alors, sur le Paris festif, vous avez raison. Moi, quand je suis arrivée à Paris, moi, j'adore vivre la nuit. Donc, Vous êtes une couche tard? non, mais bon, après, aujourd'hui, moi, la vie que j'ai connue quand je suis arrivée, en fait, vous n'avez plus aujourd'hui, ou soit des bars, soit des endroits où vous pouvez aller discuter ou dîner même très tard. Vous en avez de moins en moins. Alors, il y a deux choses. D'abord, j'ai vu que Berlin, eux, ils ont redéveloppé un Berlin festif. Mais Berlin, c'est plus grand, c'est 900 km². Et ils ont mis ça en dehors des lieux résidentiels. Ils ont développé des quartiers festifs, des endroits festifs. Paris, c'est plus compliqué parce que c'est dense et c'est petit. Alors, moi, j'ai le sujet rue Oberkampf, où il y a beaucoup de bars et donc beaucoup de riverains et qui luttent. Là, c'est une bagarre riverains et bars, les nuisances. Moi, je suis assez favorable à ce qu'on ait de nouveau Paris festif. Alors, il faut peut-être sanctuariser des endroits, mais aussi, moi, je suis allée, par exemple, dans Paris Centre, avec, sur les établissements gays, où c'était très actif la nuit. Ils ne sont pas très demandeurs de rouvrir la nuit, parce qu'ils vous disent que c'est beaucoup de contraintes, et beaucoup de contraintes, notamment liées à la sécurité. D'abord, lutter contre les trafics de stupes ou les produits stupéfiants de toute nature. Et donc, ils nous disaient, c'est nous qui avons la responsabilité quand il y a des contrôles. Donc, ils étaient moins intéressés d'avoir des bars ouverts toute la nuit. Ça, c'est le premier point. Et les autres en disant, nous, on veut bien rouvrir la nuit, mais vous levez les contraintes. Donc, c'est plutôt un aspect de contrainte que d'un aspect, ça n'existe plus. Donc, moi, je suis en train de passer à... Soit on fait par période, soit on dit, sur des quartiers, là, on laisse toute la nuit, on autorise avec un équilibre sur les nuisances. Parce que c'est vrai, il y a des endroits, des arrondissements, ne serait-ce que la personne qui fume sur la terrasse à 23 heures, l'habitant qui est au-dessus, moi j'ai des pétitions. Hein. Donc, faut tout ça s'accorde. Hein. Voilà. Donc, le Paris festif s'est éteint aussi par les contraintes et par les contraintes de sécurité. Voilà. Une question qu'on a en distanciel. Est-ce que Rachida Dati, ce n'est pas la fin de l'écologie? Est-ce que vous êtes vraiment en phase avec la sociologie de l'électorat parisien? On a un programme écologique très important. Je ne sais pas sur quoi il se base en disant sur la fin de l'écologie. Moi, j'aimerais qu'on me donne des exemples sur les actions majeures écologiques à Paris. Est-ce que vous avez plus de parcs, plus de bois? Les jardins et les parcs, je les ai tous recensés. Il y en a près de 2/3 qui sont aujourd'hui condamnés ou occupés. Occupés par des squatteurs, occupés par des campements ou occupés par du narcotrafic. Je peux vous donner la liste. Donc si c'est ça l'écologie, moi je me réapproprie déjà. Il y a plein de rues végétalisées, je crois que c'est 1000 le nombre qu'annonce non, c'est les jardinières. Ce sont des jardinières. Vous êtes tous parisiens, vous devez avoir des rues végétalisées et qui sont, soit ce sont les habitants qui s'en occupent, soit la mairie d'arrondissement est obligée de s'en occuper. Sinon, tout se dégrade. Et puis vous avez des endroits où vous n'avez pas de poubelles, ces jardinières sont devenues des poubelles. Et aussi, vous pouvez regarder Paris Centre, qui n'est pas très loin. Ce sont des lieux où maintenant il y a plein de rats à l'intérieur. Voilà. Donc, il suffit de regarder. Donc, moi, je vous ai dit, les grands enjeux écologiques, c'est les voies sur berge, où je fais un parc patrimonial, je refais de la végétalisation pleine terre, place de la République, évidemment sur la rue de Rivoli. Dès lors où il y a une bande qu'on peut évidemment revégétaliser en pleine terre, je le ferai. Ça va être le cas, par exemple, sur les voies sur berge. On a des questions plus politiques maintenant. Quand est-ce que vous partirez du gouvernement ? On précise, voilà, il y a la période de réserve pour les membres de gouvernement qui s'applique depuis hier. Aujourd'hui, vous êtes auditionné à l'Assemblée nationale pour le musée du Louvre en tant que ministre de la Culture. C'était hier. Vous avez donc beaucoup de choses à faire aussi au gouvernement. Là, on est en période de réserve électorale. J'ai dit que je partirais avant l'élection. Et d'autre part, je vais juste faire une petite remarque.
Avant, les ministres qui n'étaient pas élus ou qui n'étaient pas en campagne n'étaient jamais nommés ministres. C'est ce qui faisait que le vivier était là-dedans. La politique, c'est être élu et être confronté aux électeurs. Maintenant, tout ça, c'est un petit peu aseptisé, c'est comme ça. C'est plutôt Monsieur Grégoire qui, par jalousie, n'ont jamais supporté que je sois ministre de la Culture, c'est comme ça. Bon, moi, je ne rentre pas dans ces contingences. J'ai dit que je partirais. Moi, j'ai eu du respect pour les agents du ministère de la Culture. J'ai pris des engagements avec eux sur quelques positions et non seulement des actions majeures qui sont terminées et je m'en vais. Voilà. Et l'autre question politique, est-ce qu'un rapprochement avec Pierre-Yves Bournazel est encore possible alors que vous estimez qu'il est l'incarnation physique de la droite la plus bête du monde? En 2001, la droite s'est divisée en espérant se retrouver au deuxième tour. Ça a donné Delanoë et Hidalgo. Et d'ailleurs, je veux vous dire, Delanoë a été élu sur cette division. Ils ont compris que cette ville, il fallait la transformer pour qu'elle reste à gauche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas campagne en 2026 comme je l'ai faite en 2020. Ils ont fortement changé la sociologie de Paris, ne serait-ce que par le parc social, par la politique de peuplement. Ils ont changé cette ville. Et aujourd'hui, où la gauche, j'espère, perdra la ville, elle pense que c'est à elle. Donc ils sont dans l'outrance, la caricature et l'injure. Moi, j'ai l'habitude, depuis que je suis en politique, je ne connais que ça. Mais le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la droite la plus bête du monde, effectivement, je l'ai dit, on repart divisé. Mais il y a tous les sondages, c'est la première fois depuis 2001, les Parisiens veulent un changement et une alternance. Moi, je fais une campagne de premier tour, j'essaye de rassembler et j'explique aux Parisiens que tout vote, toute dispersion, toute division, ça sera la même équipe en pire, parce que la gauche radicale est maintenant sur leur liste, sur les listes de gauche. Donc moi, j'en appelle à l'intelligence des Parisiens en leur disant c'est pas une présidentielle. Les autres candidatures sont des candidatures de témoignage, certaines pour une autre échéance et d'autres pour nous faire perdre. Nous, on veut gagner Paris, on veut changer Paris. Donc moi, je dis aux Parisiens, ne dispersez pas vos votes. Dès le premier tour, votez utile. Et quand je dis voter utile, c'est pas un vote par défaut, c'est un vote pour le changement. Est-ce que vous confirmez les informations de la newsletter Politico ce matin qui dit qu'il y aurait un coup de fil entre vous et Édouard Philippe la semaine dernière pour justement essayer de se mettre d'accord? Mais moi, Politico, je ne sais pas qui c'est. Ils écrivent toujours des trucs sur nous. Et je ne sais pas qui est Politico. Ils nous appellent jamais. Ils écrivent. Je vais vous dire. Il y a Pauline de Saint-Rémy. Moi, je vais vous dire. J'ai eu une cinquantaine de livres qui ont été écrits sur moi. Et alors, franchement, il n'y en a pas un dans lequel je me reconnais. Alors, il y a le pire. Dans le pire, il y a toujours du pire. Et il y a même des choses très sympathiques, mais qui sont fausses. Donc voilà, donc Politico, je ne sais pas qui c'est, ils ne nous appellent pas, ils écrivent ce qu'ils veulent. Bon, alors moi je vous pose la question, est-ce que vous discutez avec Édouard Philippe pour que Pierre-Yves Bournazel vous rejoigne? Non, moi je discute avec les Parisiens. Là, je vais dire, moi je commence, avant vous j'avais une réunion, après vous j'en ai une autre, je termine, je commence les premières réunions entre 7h15 et 7h30, et je termine à minuit, 1h du matin. Voilà. Tous les jours. Vous pouvez me suivre, c'est tous les jours. Et donc, moi, mon énergie, elle est là. Vous parliez de 100% tout à l'heure. Moi, comme je fais tout à fond, j'ai pas envie de perdre mon énergie sur autre chose. On dit que Gérard Larcher jouerait les go-between aussi. Ça, c'est la Tribune du Dimanche qui a des indiscrétions et qui dit. Gérard Larcher, Bruno Retailleau, enfin ma famille politique me soutient. Et c'est ça la politique. Et c'est ça aussi, cette volonté d'alternance. Donc ça, c'est normal. Enfin, on se parle avec Gérard Larcher et les autres responsables politiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, on va encore prendre une question entre Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à rassembler au second tour? Et quel est votre meilleur candidat finalement pour vous rejoindre? Est-ce que c'est Sarah Knafo ou est-ce que c'est Pierre-Yves Bournazel? Les Parisiens. Moi, je fais une campagne de premier tour. Vous savez, la politique, il y a des choses qui ne montent pas. C'est le terrain. Les accords d'appareil, d'abord, les électeurs détestent et donc ils n'aiment pas. Parce que je vais vous dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais les appeler et ça va être tu me prends 3 personnes, je veux que tu me prennes un tel et tout. Je veux dire, pour l'instant, je fais une campagne de premier tour avec les Parisiens. Et moi, je dis vraiment aux Parisiens, ne dispersez pas vos voix. Est-ce que c'est vous la future candidate de l'Union des droites? C'est reparti. Désolé, c'est ce qui. Non, mais je ne sais pas ce que c'est l'Union des droites. Je ne sais pas ce que c'est. Ah. L'Union des Parisiens, oui, je suis la candidate de l'Union des Parisiens. Allez, dernière question. Quelle sera votre toute première mesure en tant que nouvelle maire de Paris si vous êtes là-bas au mois de mars? Les mesures, elles sont liées. Moi, on a notre dispositif de sécurité qui est prêt. On a le dispositif de propreté qui est prêt. Et on a le plan de circulation qui est à peu près prêt. À peu près. Il y a encore du travail. Merci Rachida Dati, on peut vous applaudir. Merci d'être venue ce matin.
Merci Pierre Tarade. Merci à toute l'équipe des notaires de Paris pour l'organisation de ce rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis ici ou à distance. Prochain rendez-vous demain 18h30 pour Sarah Knafo et Emmanuel Grégoire. Ça sera le 5 mars à 18h. Bonne journée.